As-tu déjà réfléchi à la manière dont une civilisation peut émerger et survivre pendant des milliers d'années? Pour le comprendre, nous devons voyager dans le temps jusqu'à la vallée du fleuve Jaune, le site où la Chine ancienne est née. Cette vallée, entourée de montagnes et alimentée par une puissante rivière, est devenue le cœur de l'une des civilisations les plus marquantes du monde. Il y a plus de 10 000 ans, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont choisi de s'installer dans ce territoire fertile, captivés par les promesses d'une terre abondante et d'un accès ininterrompu à l'eau. Cet établissement marqua le début de ce qui deviendrait par la suite l'une des civilisations les plus durables de l'histoire. As-tu déjà réfléchi à la manière dont une civilisation peut émerger et survivre pendant des milliers d'années? Pour le comprendre, nous devons voyager dans le temps jusqu'à la vallée du fleuve Jaune, le site où la Chine ancienne est née. Cette vallée, entourée de montagnes et alimentée par une puissante rivière, est devenue le cœur de l'une des civilisations les plus marquantes du monde. Il y a plus de 10 000 ans, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont choisi de s'installer dans ce territoire fertile, captivés par les promesses d'une terre abondante et d'un accès ininterrompu à l'eau. Cet établissement marqua le début de ce qui deviendrait par la suite l'une des civilisations les plus durables de l'histoire. L'agriculture a modifié radicalement ces petites communautés. Le riz, une récolte non seulement nutritive mais aussi facile à stocker, est devenu l'axe central de l'alimentation de ces premiers résidents de la vallée du fleuve Jaune. Ce grain a facilité la croissance rapide de la population. Et avec le temps, ce qui avait commencé comme de petits villages dispersés s'est transformé en un réseau de populations interconnectées. Ces communautés se sont étendues en volume et en complexité, se transformant finalement en des villes fortifiées qui contrôlaient de vastes zones de terre fertile. À mesure que ces cités s'étendaient, leur demande d'organisation et de protection augmentait également. La géographie a joué un rôle essentiel dans cette transformation. La vallée, entourée d'obstacles naturels tels que les déserts au nord et les montagnes au sud, a créé un environnement assez isolé qui a facilité l'émergence d'une culture singulière et unie. Cet isolement géographique a favorisé l'émergence d'une identité culturelle unique que nous appelons aujourd'hui Han et qui deviendrait le fondement de la civilisation chinoise. Cependant, malgré cette unité culturelle en ascension, l'histoire politique était différente. La Chine ancienne était divisée en plusieurs cités-États et petits royaumes, tous luttant intensément pour le contrôle des précieuses ressources de la vallée. Ces batailles continues pour l'autorité non seulement stimulèrent le conflit, mais promurent également l'innovation. Chaque royaume aspirait à surpasser ses adversaires en puissance militaire et en structure sociale, cimentant ainsi les fondements des dynasties à venir qui contrôleraient la Chine. La dynastie Shang, qui a exercé le pouvoir de près de 1600 AVJC à 1046 AVJC, fut la première à instaurer une structure politique centralisée incluant plusieurs États. En contraste avec les sociétés tribales et désorganisées, qui la précédaient, les Shang établirent un système de gouvernement sophistiqué, dirigé par un roi qui exerçait son autorité sur un ensemble de nobles et de guerriers. Cette configuration a facilité la coordination à grande échelle des ressources, la construction de villes fortifiées et la mise en place de cérémonies religieuses qui ont renforcé l'autorité du monarque, considéré comme un médiateur entre les dieux et la population. Un héritage plus durable des Shang fut leur progrès dans l'écriture. Pendant son règne, un système d'écriture primitif a été établi, utilisant des caractères gravés sur des os et des carapaces de tortues, appelés os de divination. Ces caractères sont les précurseurs directs des caractères chinois contemporains et étaient utilisés lors de cérémonies de divination, où les prêtres interprétaient les fissures qui apparaissaient dans les os après exposition à la chaleur. Ce système d'écriture non seulement simplifiait la gestion du royaume, mais permettait également la conservation des connaissances et des coutumes culturelles. De même, la dynastie Shang se distingua par son habileté en métallurgie, notamment
Dans la fabrication du bronze, les artisans Shang ont élaboré des objets en bronze élaborés qui étaient utilisés tant dans les conflits militaires que dans les rituels religieux. Les armes en bronze, plus robustes et durables que celles en pierre, ont conféré aux Shang une considérable supériorité militaire sur leurs concurrents. Simultanément, les récipients en bronze, ornés de motifs animaux et géométriques détaillés, étaient utilisés lors de cérémonies pour rendre hommage aux ancêtres et aux dieux, mettant en évidence l'importance de la religion dans la vie quotidienne. L'influence des Shang se concentrait principalement dans la zone du fleuve Jaune, une zone productive et stratégique, bien que leur domination sur les zones périphériques ne fût pas aussi solide. Pendant leur mandat, la dynastie Shang a dû faire face à des insurrections constantes et à des défis de la part d'autres royaumes qui n'étaient pas disposés à céder totalement à leur autorité. Ces royaumes, situés aux limites de l'influence, Shang préservaient leur autonomie et, dans certaines situations, prospéraient grâce au commerce et aux alliances stratégiques. Cet état permanent de tensions et de conflits affaiblissait la stabilité que les Shang avaient édifiée. Alors que les Shang luttaient pour préserver leur domination, un nouveau pouvoir émergeait à l'ouest, la dynastie Zhou. Initialement, subordonnés aux Shang, les Zhou avaient assimilé adéquatement les enseignements de leur seigneur. En se basant sur les faiblesses internes des Shang, les Zhou ont commencé à remettre en question leur autorité de manière plus franche et déterminante. L'affrontement final a eu lieu vers l'an 1045 avec ce JC, lorsque les Zhou, sous le commandement du roi Wu, ont réussi à vaincre les Shang lors de la cruciale bataille de Muyé. Ce conflit n'a pas seulement représenté une victoire militaire, mais aussi une transformation de paradigme dans la manière dont le pouvoir serait interprété et appliqué en Chine. L'émergence des Zhou n'était pas simplement le produit de leur supériorité militaire. Les Zhou ont présenté un concept révolutionnaire pour justifier leur mandat, le mandat du ciel. Ce principe affirmait que les dieux accordèrent le droit de gouverner uniquement à ceux qui le faisaient de manière équitable et efficace. Selon cette théorie, la chute des Shang n'était pas simplement le résultat d'une défaite militaire, mais un indicatif qu'ils avaient perdu la faveur divine. Ce raisonnement non seulement soutenait l'ascendance des Zhou, mais établissait également un précédent que les dynasties à venir utiliseraient pour valider leur propre régime. Après avoir renversé les Shang, les Zhou n'ont pas seulement eu besoin de renforcer leur pouvoir militaire, mais aussi de défendre leur droit à administrer un territoire aussi vaste et varié. C'est à cet endroit que le mandat du ciel a joué un rôle fondamental. Ce précepte non seulement valida l'administration des Zhou, mais devint également un pilier fondamental de la pensée politique de la Chine pendant des siècles. Le mandat du ciel suggérait que le droit de gouverner n'était pas hérité automatiquement, ni assuré de manière perpétuelle, mais qu'il reposait sur la conduite équitable et morale du dirigeant. Selon cette conception, si un empereur devenait corrompu ou inutile, il perdrait la faveur divine et par conséquent son droit de gouverner. Ce concept non seulement a soutenu la chute des Shang, qui, selon les Zhou, avaient perdu la faveur du ciel à cause de leur tyrannie, mais a également établi un cadre éthique qui orienterait la conduite des futurs empereurs. Avec cette nouvelle approche, la dynastie Zhou a réalisé une expansion territoriale considérable. Étant donné qu'ils bénéficiaient de la légitimité du mandat du ciel, les Zhou considéraient qu'il était de leur responsabilité d'étendre leur influence pour instaurer l'ordre et la stabilité dans d'autres régions. Pendant leur mandat, qui s'étendit de près de 1045 avait JC jusqu'à 256 avait JC, les Zhou réussirent à consolider leur domination sur un vaste territoire considérablement plus grand que celui des Shang. Cependant, cette expansion a également entraîné des défis, car gérer un territoire aussi vaste nécessitait une structure gouvernementale plus sophistiquée et efficace. Pour faire face à ces défis, les Zhou instaurèrent un régime féodal, conférant autorité à des seigneurs locaux qui administraient diverses régions au nom du monarque.
Bien que ce système ait permis une gestion plus efficace à court terme, il a également semé les bases pour des tensions futures. À mesure que ces dirigeants locaux acquéraient autorité et autonomie, l'autorité centrale des Zhou commença à s'effriter. Avec le temps, cette décentralisation provoqua une diminution du contrôle central, ce qui conduisit finalement à la désintégration du royaume et au début de la période des royaumes combattants. Bien que l'ère Zhou se soit caractérisée par des instants de gloire et d'expansion, elle a également représenté une période de transition. Les principes qu'ils ont instaurés, en particulier le mandat du ciel, ont persisté bien au-delà de leur propre mandat, exerçant une influence sur la politique et la philosophie chinoise pendant des milliers d'années. Cependant, l'incapacité à maintenir un contrôle centralisé solide a révélé les limites de leur système, préparant le terrain pour les luttes internes qui continueraient et modifieraient à nouveau le paysage politique de la Chine. À mesure que la dynastie Zhou commençait à décliner, la division politique en Chine s'aggravait, donnant naissance à l'une des périodes les plus chaotiques et douloureuses de son histoire, la période des royaumes combattants. Depuis environ 475 AVJ tassé jusqu'en 221 AVJ passé, la Chine était fragmentée en plusieurs États autonomes, chacun cherchant la suprématie sur les autres. C'était une période où la guerre n'était pas simplement une circonstance, mais une constante. Les unions se formaient et se défaisaient en un clin d'œil, et aucun État n'était protégé d'être assimilé ou anéanti par ses compatriotes. À cette époque, l'intense rivalité pour le pouvoir a favorisé une course aux armements sans précédent. Les États ont dû perfectionner constamment leurs forces armées, ce qui a entraîné des progrès notables dans la technologie militaire et dans la structure du gouvernement. Pour devancer leurs concurrents, chaque État élabora des stratégies plus avancées, renforça ses défenses et chercha à concentrer le pouvoir afin d'augmenter l'efficacité et la réaction face aux menaces extérieures. C'était une époque où seuls les plus puissants survivaient, et la faiblesse était punie par l'élimination totale. Cependant, ce n'est pas seulement la guerre qui a marqué cette période. De plus, ce fut une période de transformation intellectuelle et culturelle intense. Dans ce contexte d'instabilité, les philosophies du confucianisme, du taoïsme et du légaliste ont émergé, chacune offrant des solutions différentes aux défis de l'administration et de la préservation de l'ordre, dans un monde si fragmenté. Ces conceptions n'ont pas seulement eu un impact sur les choix politiques des dirigeants de l'époque, mais ont également établi les fondements de la structure sociale et éthique de la Chine dans les siècles à venir. À la fin de la période des royaumes combattants, seules 7 grandes nations subsistaient: Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan et Zhao. Ces pays avaient résisté à des siècles de conflits et s'étaient transformés en véritables puissances régionales. Cependant, malgré leur robustesse, l'opportunité d'unifier toute la Chine sous un seul gouvernement semblait lointaine. Dans ce contexte de compétition et de tension, un nouveau pouvoir est apparu, prêt à réaliser ce qu'aucun auparavant n'avait réussi: unifier tous les États sous un seul empire. Le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer en Chine a représenté une étape clé dans son parcours historique. À l'époque des royaumes combattants, la demande de forces militaires plus larges et mieux équipées a motivé les États à utiliser le fer comme ressource principale pour la production d'armes et d'ustensiles. En contraste avec le bronze, qui était coûteux et basé sur le mélange de cuivre et d'étain, le fer était beaucoup plus abondant et abordable. Cela a permis aux États de fabriquer des armements à grande échelle, ce qui leur a donné la capacité de former des armées beaucoup plus grandes qu'auparavant. Le fer n'a pas seulement transformé la guerre, mais aussi l'économie et l'agriculture dans leur ensemble. Les machines en fer, telles que les charrues et les faucilles, ont permis une production agricole considérablement plus efficace. Les agriculteurs avaient la capacité de cultiver des zones plus vastes et avec moins de travail,
ce qui a conduit à une augmentation notable de la production alimentaire. Ce surplus alimentaire a permis une augmentation de la population, ce qui a à son tour fourni plus de ressources pour les forces armées et les travaux publics, comme la construction de routes et de canaux. L'expansion des outils et des armes en fer a également modifié la configuration sociale. Avec la capacité de doter un plus grand nombre de militaires, les pays ont réussi à élargir leurs forces armées avec des agriculteurs qui auparavant n'auraient pas été classés pour le service militaire. Cette militarisation à grande échelle a généré une société de plus en plus liée au conflit militaire, et le conflit militaire est devenu le moteur de l'économie et de la politique. De plus, la capacité de mobiliser de grandes forces militaires a permis aux pays les plus puissants de soumettre leurs voisins les plus vulnérables et d'élargir leur territoire. Cette révolution de fer a également exercé un effet significatif sur la gestion gouvernementale. Les États capables de centraliser la production de fer et la structure militaire sont devenus les puissances prédominantes de cette période. Ce processus de centralisation et de militarisation a établi la voie vers l'unification de la Chine, avec l'État de Qin en tête de l'expédition. Gan n'a pas seulement utilisé le fer de manière plus efficace que ses concurrents, mais a également mis en place des réformes juridiques et administratives qui l'ont placé en position de dominer tous les autres États. Comment un petit royaume éloigné peut-il se transformer en l'une des puissances les plus influentes de l'histoire de la Chine? La réponse à cette question repose sur l'impact d'un personnage essentiel, Shang Yang, un réformateur radical, dont les idées et les politiques ont totalement transformé l'État de Qin. Dans une période de désordre et de conflits constants, où les États se disputaient la suprématie, Shang Yang proposa une philosophie appelée le légaliste, qui transformerait le cours de l'histoire chinoise. Le légaliste était une philosophie politique qui s'écartait des concepts confucéens classiques, qui prônait la morale et la bienveillance comme fondement du gouvernement. D'autre part, le légaliste mettait en avant la supervision rigoureuse de l'État, l'application stricte des lois et la concentration du pouvoir. Shang Yang était convaincu que ce n'est qu'à travers un gouvernement autoritaire et fort que Qin pourrait subsister et prospérer dans le monde agité des royaumes combattants. Pour lui, les individus étaient intrinsèquement égoïstes et nécessitaient d'être régulés par des lois rigoureuses et un système clairement établi de récompenses et de sanctions. La mise en œuvre de ces idées a donné lieu à une série de réformes qui ont radicalement modifié la structure de Qin. La première et la plus pertinente de celles-ci fut l'élimination du vieux système féodal qui avait gouverné la Chine pendant des siècles. Au lieu de laisser les seigneurs locaux administrer leur territoire de manière indépendante, Shang Yang a remplacé ces seigneurs par des administrateurs désignés directement par le gouvernement central. Cette action non seulement a éradiqué les potentiels centres de pouvoir qui pourraient remettre en question l'autorité de l'État, mais a également permis une gestion plus efficace et impartiale. La ferme orientation de Shang Yang vers la réforme ne se limita pas uniquement à la structure politique. Elle visait également la transformation intégrale de la société. Il a mis en place un système de méritocratie, dans lequel les récompenses et les promotions étaient basées sur la performance et la fidélité envers l'État, plutôt que sur l'ascendance ou la position sociale. Cette politique non seulement renforça l'armée et la gestion de Qin, mais infusa également un sentiment d'obligation envers l'État chez les citoyens, qui perçoivent désormais le respect de la loi et l'assistance au gouvernement comme un moyen d'améliorer leur propre existences. Sous la direction de Shang Yang, Qin a commencé à évoluer vers un État puissant et redouté, prêt à affronter n'importe quel adversaire. Selon Qin, la solution consistait à éradiquer le féodalisme, une structure qui avait gouverné la Chine ancienne pendant des siècles. Avant les réformes de Shang Yang,
Qin, comme d'autres États de l'époque, était fragmenté en fiefs sous le contrôle de seigneurs locaux. Bien qu'ils fussent nominalement loyaux au roi de Qin, ces seigneurs opéraient de manière presque autonome, ce qui sapait l'autorité centrale et compliquait la gestion efficace de l'État. Shangyang comprit que, pour consolider Qin, il était indispensable de démanteler ce système féodal. Sa méthode fut sans équivoque. Il supprima les titres de noblesse héréditaires et remplaça les seigneurs féodaux par des administrateurs nommés directement par le gouvernement central. Ces gestionnaires étaient choisis pour leurs compétences et leur fidélité envers l'État, plutôt que pour leur lignée ou leurs liens familiaux. Cette action non seulement a expulsé les éventuels concurrents du pouvoir central, mais a également permis une augmentation de la collecte des impôts, la mobilisation des ressources et la mise en œuvre de politiques à travers tout le territoire Qin. La concentration du pouvoir a également permis à Qin de réagir avec plus de rapidité et d'efficacité face aux menaces tant externes qu'internes. Sans l'intérêt des seigneurs féodaux, le gouvernement avait la capacité d'ordonner ses ressources et de coordonner ses efforts avec une rapidité et une précision que ses concurrents ne pouvaient égaler. Cette nouvelle structure non seulement renforça Qin sur le plan militaire, mais lui fournit également un avantage stratégique dans la lutte pour la suprématie durant l'ère des royaumes combattants. De plus, cette centralisation ne se limita pas uniquement à la gestion du gouvernement. Shangyang a établi un système juridique homogène dans tout l'État, garantissant que toutes les lois et sanctions s'appliquaient à tous, sans distinction de statut social. Cette normalisation de la réglementation non seulement renforça l'autorité du gouvernement, mais favorisa également un sentiment d'unité et de cohésion parmi les citoyens. Les habitants de Qin, actuellement soumis à une unique série de lois et gouvernés par un puissant gouvernement central, commencèrent à se percevoir non pas comme des sujets de seigneurs locaux, mais comme des membres d'un État unifié et puissant. La conséquence de ces réformes fut un Qin plus robuste, plus uni et plus apte à affronter les défis à venir. L'éradication du féodalisme et le renforcement du pouvoir central ont établi les fondations de ce qui serait l'apparition du premier empire unifié de l'histoire de la Chine. Cependant, cette voie vers l'unification n'aurait pas été possible sans un autre élément crucial dans la stratégie de Qin: la normalisation et l'expansion territoriale, qui déterminerait finalement son destin en tant qu'État prédominant. L'un des succès les plus remarquables des réformes de Shangyang fut la normalisation des éléments fondamentaux de la vie quotidienne et de la gestion à Qin. Avant ces réformes, la Chine se caractérisait par une variété de coutumes locales, en matière de poids et de mesure, de monnaie et de système d'écriture. Cela compliquait les échanges commerciaux et la communication entre les différentes zones. Cependant, Shangyang comprit que pour que Qin puisse prospérer et dominer efficacement un territoire aussi varié, il était nécessaire d'unifier ces pratiques. Dirigé par Qin a établi un système homogène de poids et mesures, normalisé la monnaie et adopté une écriture uniforme. Ces modifications ont non seulement simplifié le commerce et la gestion, mais ont également contribué à construire une identité partagée entre les résidents de Qin. La normalisation a également joué un rôle fondamental dans l'expansion territoriale de Qin. Avec un système de gestion efficace et consolidé, Qin était mieux équipé pour incorporer et administrer de nouveaux territoires. Chaque fois que Qin obtenait un nouvel État, les réformes de Shangyang étaient instaurées de manière accélérée dans ces zones, remplaçant les coutumes locales par des pratiques standardisées. Non seulement cela a favorisé l'incorporation de ces nouvelles régions à l'État de Qin, mais cela a également permis à Qin de renforcer son contrôle sur elle de manière plus efficace. La prospérité de Qin dans la normalisation et la centralisation a préparé le terrain pour sa croissance militaire. Avec une force militaire adéquatement structurée et équipée, Qin commença à conquérir progressivement ses voisins en mettant en œuvre ses techniques de contrôle centralisées dans chaque territoire sous son contrôle. Chaque triomphe
n'augmentait pas seulement l'extension territoriale de Qin, mais consolidait également la notion que l'unification de toute la Chine sous un seul leader n'était pas seulement faisable, mais inéluctable. Cette soif d'expansion s'est conclue par la totale unification de la Chine en 221 AVPJ-IC, moment où Qin Shi Huang s'est autoproclamé premier empereur de Chine. L'essor des aspirations de l'État de Qin s'est produit avec l'élévation au trône de Yingzheng, qui serait par la suite reconnu comme Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. En l'an 246, vers JC, Qin Shi Huang prit le commandement et consolida rapidement son emprise sur Qin, supprimant tout opposant interne et renforçant encore davantage l'État centralisé que ses prédécesseurs avaient édifié. Cependant, sa vision ne se limitait pas à gouverner Qin. Il aspirait à unifier tous les États en conflit sous un seul empire. Au fur et à mesure qu'Yingzheng progressait, sa perspective devenait de plus en plus claire et déterminée. Il comprit que pour réaliser son rêve d'unification, il devait d'abord renforcer son influence au sein de Qin. Par conséquent, il a commencé à éradiquer de manière systématique tout adversaire interne, que ce soit au sein de la famille royale ou parmi l'aristocratie. Sa capacité à agir politiquement et sa disposition à prendre des décisions drastiques lui ont facilité la concentration du pouvoir entre ses propres mains, transformant Qin en un État extrêmement organisé et discipliné, prêt à étendre son influence. Cependant, Yingzheng n'aspirait pas seulement à devenir un roi puissant. Sa perspective s'étendait bien au-delà. Il comprenait que pour garantir son héritage, il nécessitait quelque chose de plus qu'un royaume florissant. Il nécessitait l'unification de toute la Chine. Avec cet objectif en tête, il se prépara à affronter les 6 États rivaux qui se disputaient encore le territoire de la Chine. Cependant, Yingzheng n'était pas un simple guerrier. C'était un stratège qui comprenait que l'unification ne serait pas seulement atteinte par la force militaire, mais aussi par la ruse diplomatique, la manipulation et, lorsque nécessaire, la tromperie. En 221 AVSJC, après plus de 2 décennies de campagne militaire et d'action politique, Yingzheng réussit ce qui semblait inviable, la totale unification de la Chine. Avec chaque État adverse vaincu et ses territoires annexés, il se déclara Qin Shi Huang, le premier empereur d'une Chine consolidée. Ce titre ne représentait pas seulement sa domination totale sur la vaste région, mais aussi son désir d'instaurer une dynastie qui perdurerait pendant des milliers d'années. Qin Shi Huang n'était pas simplement un leader de plus. Il était le fondateur d'un nouveau régime qui changerait la Chine de manière définitive. Le début de leur audacieuse expédition fut la conquête de l'État de Han en l'an 230 AVSJC. Han, situé stratégiquement au sud de Qin, représentait l'un des États les plus vulnérables, ce qui en faisait une cible initiale parfaite. Cependant, la véritable habileté de Qin Shi Huang résidait dans sa capacité à maintenir les autres nations en conflit mutuel tout en concentrant ses ressources sur une conquête simultanée. Avec Han subordonné, le chemin était dégagé pour progresser vers les États les plus puissants. La campagne contre Zhao, l'un des États les plus forts et tenaces, s'est révélée être l'une des plus compliquées. Zhao disposait d'une armée puissante et d'une population résistante. Cependant, Qin Shi Huang utilisa une stratégie d'usure, employant des tactiques oscillant entre la guerre d'usure et l'infiltration d'espions pour déstabiliser intérieurement l'État. Après des années de conflits, Zhao est finalement tombé, établissant une étape cruciale dans l'unification de la Chine. La conquête des États restants, Wei, Chu, Yan et Qi, s'est déroulée de manière séquentielle. Qin Shi Huang a fusionné l'administration militaire avec une diplomatie méticuleuse. Dans certaines situations, il a eu recours à la trahison et à la tromperie pour affaiblir ses adversaires avant de lancer des attaques décisives. Dans certaines situations,
Il proposait des termes de compromis qu'il savait qu'il ne pourrait pas refuser. Pendant la conquête de Qi, le dernier État rival, en 221 AVJ-C, Qin Shi Huang réussit ce qu'aucun autre dirigeant avant lui n'avait réussi, unifier toute la Chine sous un seul gouvernement. Cette succession de victoires ne représentait pas seulement un succès militaire, mais aussi un reflet du génie stratégique de Qin Shi Huang. Sa capacité à organiser des campagnes de grande envergure, tout en maintenant la stabilité interne à Qin, lui a permis de renforcer son domination sur un vaste territoire s'étendant de la mer Jaune aux chaînes de montagnes occidentales. L'unification de la Chine ne fut ni rapide ni facile. Cependant, sous la direction de Qin Shi Huang, elle fut réalisée avec efficacité et détermination, ce qui le transforma en une figure légendaire de l'histoire de la Chine. L'un des débuts de Qin Shi Huang consistait à démanteler l'ancien système féodal qui avait accordé aux seigneurs locaux un gouvernement semi-indépendant. En revanche, il instaura un gouvernement central solide et profondément centralisé, où toute autorité provenait directement de l'empereur. Les anciens territoires des nations conquises furent restructurés en provinces, chacune gérée par des officiers désignés par le gouvernement central. Ces employés n'assumaient pas leurs fonctions, mais étaient choisis pour leurs compétences et leur fidélité envers l'État, garantissant ainsi un contrôle plus direct et efficace. De même, Qin Shi Huang a lancé une audacieuse campagne de normalisation dans tout son empire. Il comprit que pour exercer un gouvernement efficace, il ne devait pas seulement unifier le territoire, mais aussi les traditions et les systèmes dans toute sa juridiction. Pendant son règne, les poids et mesures, ainsi que l'écriture et la monnaie, furent normalisés. Non seulement cela a favorisé les échanges commerciaux et la gestion, mais cela a également contribué à générer un sentiment d'identité commune entre les différentes régions de l'Empire. Les mêmes lettres et monnaies se propageaient sur tout le vaste territoire, des sommets aux plaines, promouvant l'union et le contrôle. Les réformes de Qin Shi Huang ne se limitaient pas uniquement à la sphère politique et économique. De même, il a promu de grands projets d'infrastructures qui allaient changer le paysage de la Chine. La construction d'un vaste réseau de voies a facilité la mobilisation rapide des troupes et encouragé le commerce entre les différentes provinces. Cependant, l'œuvre la plus représentative de son mandat fut sans aucun doute la Grande Muraille de Chine. Ce gigantesque projet, visant à protéger l'Empire des incursions du Nord, représentait à la fois l'autorité de l'État centralisé et l'habileté organisationnelle de l'empereur. L'héritage de Qin Shi Huang a largement transcendé son existence. Malgré sa courte existence, les fondements qu'il a posés en matière de centralisation, de normalisation et de domination étatique ont persisté pendant des siècles, exerçant une influence sur toutes les dynasties suivantes. L'idée d'un État unifié sous un seul leader, avec un puissant gouvernement central et une culture normalisée, est devenue la règle dans l'histoire de la Chine. Qin Shi Huang ne devint pas seulement le premier empereur chinois, il fut également le créateur de l'État chinois tel que nous le connaissons aujourd'hui. Depuis des temps immémoriaux, les féodaux avaient maintenu un contrôle presque total sur leurs territoires et vassaux, exerçant souvent comme de petits monarques dans leur propre territoire. Cette division du pouvoir constituait une menace permanente pour tout effort d'unification durable. Qin Shi Huang comprit que tant que la noblesse féodale préservait son autorité au niveau local, son autorité en tant qu'empereur serait toujours en danger. Les fidélités déséquilibrées et les alliances fluctuantes entre les féodaux pouvaient perturber l'Empire à tout moment, créant un environnement propice à l'insurrection et au désordre. Déterminé à éviter ce danger, Qin Shi Huang entreprit l'une de ses réformes les plus audacieuses, l'élimination totale du système féodal. Avec une résolution sans équivoque, il a supprimé les titres et privilèges héréditaires, dépouillant les anciens féodaux de leur autorité et réaffectant leur territoire sous la supervision directe du gouvernement central. Cependant, l'éradication du féodalisme n'était pas simplement une question politique,
C'était une action stratégique pour assurer la stabilité à long terme de l'Empire. En démantelant les liens du pouvoir local, Qin Shi Huang réussit à concentrer l'autorité entre ses propres mains, garantissant qu'aucun seigneur féodal ne puisse contester son mandat. Non seulement il renforça son domination sur la vaste région de la Chine, mais il transmit également un message évident. Dans le nouvel empire de Qin, seul l'empereur possédait le pouvoir suprême. Les anciens féodaux qui gouvernaient, autrefois comme des monarques en miniature, se trouvèrent maintenant soumis à la volonté de l'État central. Cette transformation drastique n'a pas été sans résistance. Les anciens féodaux n'ont pas abandonné leurs privilèges sans combattre. Mais Qin Shi Huang a persisté dans sa résolution d'éliminer toute résistance, sa capacité à écraser la résistance et à maintenir un contrôle constant sur le pouvoir a établi les fondements d'un empire unifié et robuste. La suppression du système féodal non seulement a facilité la consolidation du pouvoir central, mais a également établi le contexte pour les futures réformes qui détermineraient l'administration de Qin Shi Huang et garantiraient la stabilité de son empire. Après que Qin Shi Huang ait éliminé la noblesse féodale, le défi suivant consistait à administrer efficacement un territoire aussi vaste et varié. Comment un seul leader pouvait-il garantir son autorité sur un empire s'étendant sur des milliers de kilomètres, avec des régions possédant leurs propres traditions et systèmes gouvernementaux? La réaction de Qin Shi Huang consistait à établir une gestion centralisée jamais vue auparavant dans l'histoire de la Chine. Cette structure gouvernementale non seulement a permis un contrôle plus efficace, mais a également garanti que son autorité en tant qu'empereur soit incontestée dans toute la région. Pour réaliser sa vision, Qin Shi Huang divisa l'empire en 36 commanderies, chacune dirigée par un officier directement désigné par l'empereur. Contrairement aux seigneurs féodaux de l'Antiquité, ces officiers n'assumaient pas leurs charges, ni ne possédaient d'autorité autonome. Ils étaient choisis pour leurs compétences et leur fidélité à l'État, et leur autorité ne provenait que de l'empereur. Ce changement a assuré que chaque coin de l'Empire soit gouverné conformément aux politiques centralisées de Qin, supprimant la fragmentation qui avait défini la Chine pendant des siècles. De même, Qin Shi Huang a mis en place un système de rotation des employés, où les gestionnaires étaient régulièrement déplacés d'une région à une autre. Ce système avait un objectif évident, prévenir que tout officier n'accumule trop d'autorité dans une seule région, ce qui pourrait générer la création de loyauté locale ou l'apparition de nouvelles modalités de pouvoir féodal. En remplaçant les officiers, Qin Shi Huang a conservé le contrôle direct sur ses gouverneurs et a garanti que la gestion de l'Empire reste stable sous son leadership. Un autre élément essentiel de cette gestion centralisée fut le système de rapport établi par Qin Shi Huang. Chaque officier avait l'obligation de rapporter de manière constante les actions de ses subordonnés, établissant un réseau de supervision et de contrôle qui facilitait à l'empereur le suivi des actions dans tout l'Empire. Cette méthode non seulement augmentait l'efficacité gouvernementale, mais favorisait également un sens de responsabilité et de discipline parmi les employés, qui savaient que leur performance était étroitement surveillée. La gestion centralisée instaurée par Qin Shi Huang non seulement renforça son autorité, mais modifia également la structure gouvernementale en Chine, instaurant un schéma de gouvernement qui perdurerait pendant des siècles. Ce système a facilité la mise en œuvre rapide des politiques impériales et a garanti que, malgré son envergure, l'Empire fonctionnait comme une seule entité unifiée. Pendant cette gestion, Qin Shi Huang ne s'est pas seulement transformé en un leader de grand pouvoir, mais aussi en le concepteur d'une nouvelle forme d'État, où la centralisation et l'efficacité sont devenus les fondements du pouvoir impérial. L'un des projets les plus audacieux de Qin Shi Huang consistait à édifier un vaste réseau de voies de communication. Ces voies non seulement simplifiaient les échanges commerciaux et la communication entre les différentes provinces,
mais permettait également le déploiement rapide de troupes à travers l'Empire. La capacité à déplacer des armées de manière efficace était fondamentale pour conserver le contrôle sur un territoire aussi vaste et varié. De plus, ces moyens de communication ont renforcé l'autorité du gouvernement central, car ils démontraient la capacité de l'État à exercer son autorité et à maintenir l'ordre dans toutes les régions. Cependant, la création la plus représentative de Qin Shi Huang fut, sans aucun doute, l'édification de la Grande Muraille de Chine. Cette imposante fortification, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres le long de la limite nord de l'Empire, remplissait une double fonction. Protéger la Chine des incursions des tribus nomades du Nord et, simultanément, servir d'emblème du pouvoir et de la rigidité du gouvernement centralisé. La Grande Muraille ne protégeait pas seulement physiquement l'Empire, mais elle établissait également les frontières du monde civilisé selon la perspective de Qin Shi Huang, distinguant son ordre unifié du désordre extérieur. En plus des projets d'infrastructure, Qin Shi Huang comprit que pour préserver l'union de son empire, il fallait plus que des routes et des murs. Il fallait une identité partagée qui unifie ses sujets. Pour atteindre cet objectif, il a mis en œuvre un ensemble d'actions de unification culturelle. L'un des changements les plus significatifs fut la normalisation de l'écriture. Avant Qin Shi Huang, la Chine comptait une variété de dialectes et de systèmes d'écriture régionaux. L'empereur, en établissant un système d'écriture unifié, a non seulement simplifié la gestion et le commerce, mais a également contribué à former une identité culturelle commune entre les différentes communautés de l'Empire. La normalisation ne se limita pas à la rédaction. Qin Shi Huang a également unifié les poids et mesures, ainsi que la monnaie à travers tout l'Empire, supprimant les disparités régionales qui auraient pu favoriser la désintégration. Ces modifications économiques et culturelles garantissaient que tous les sujets de Qin, peu importe leur lieu de résidence, appliquaient les mêmes systèmes et reconnaissaient la même autorité. De plus, dans le but de contrôler l'idéologie au sein de l'Empire, Qin Shi Huang ordonna l'incinération des livres qui ne soutenaient pas sa vision de l'État et sanctionna sévèrement les opposants. Bien que ces actions aient été extrêmement drastiques, elles ont réussi à instaurer un ordre et une stabilité qui ont permis la survie de l'Empire au-delà de l'existence de son fondateur. Malgré ses succès extraordinaires, la dynastie Qin a duré peu de temps. Le contrôle vigoureux que Qin Shi Huang exerçait sur son vaste empire non seulement garantissait sa domination de son vivant, mais posait également les bases de son effondrement rapide. Qin Shi Huang s'est obsédé par le concept de l'immortalité, à la recherche d'élixirs et de techniques qui lui offriraient la possibilité de vivre éternellement. En effet, c'est cette quête qui a probablement provoqué son décès prématuré à cause de la consommation de drogues toxiques comme le mercure, qu'il pensait prolongerait son existence. Après le décès de Qin Shi Huang en 210 avec Shi, le contrôle de l'Empire est tombé entre les mains de son fils, Qin Shi, un dirigeant considérablement moins préparé et dépourvu de l'autorité ou du charme de son prédécesseur. Sans la figure autoritaire de Qin Shi Huang pour éviter les insatisfactions, les tensions qui s'étaient accumulées pendant des années ont commencé à surgir. Le régime, avec ses sanctions sévères et son travail forcé, avait généré un fort ressentiment parmi la population, en particulier parmi les agriculteurs et les nobles assignés. Ce malaise s'est rapidement transformé en insurrection. Diverses insurgences ont émergé dans différentes régions de l'Empire, dirigées par d'anciens nobles et généraux qui percevaient dans la faiblesse du nouvel empereur une occasion de reprendre leur autorité. La gestion centralisée, essentielle, et la victoire de Qin Shi Huang s'est rapidement effondrée lorsque ses employés ont commencé à abandonner ou à s'affilier aux insurgés. En seulement quelques années, ce qui était autrefois un empire unifié s'est désintégré en groupes belliqueux, chacun poursuivant sa propre part d'autorité. Finalement,
en 207 AVME-JAC, seulement 3 ans après la mort de Qin Shi Huang, la dynastie Qin a connu son dernier essor. Les insurrections se sont conclues par le renversement de la capitale et la mort du dernier empereur Qin. Cependant, la narration de la dynastie Qin ne s'est pas terminée à ce moment-là. Malgré son effondrement, les réformes et la structure centralisée que Qin Shi Huang a instaurée ont jeté les bases des dynasties à venir, en particulier la dynastie Han, qui apprendrait des échecs des Qin et dominerait la Chine pendant plus de 4 siècles, garantissant que l'héritage de la première unification de la Chine reste vivant à travers le temps.